Voilà, bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors je continue ma réflexion. Nous sommes toujours le mercredi 25 août 2021 et je continue ma lecture et ma réflexion sur qu'est-ce que l'ignorance métaphysique dans la pensée hindoue de Michel Hulin, que je remercie du fond du cœur. Voilà, alors donc là, la vidéo précédente, on finissait sur l'idée que la raison, la pensée, l'intellect ne peut pas montrer le Brahman, le divin, l'absolu, ne peut pas expliquer l'absolu. Elle peut pas le toucher. C'est quelque chose d'extérieur qui reste dans l'illusion. Mais elle a son sens. L'intellect a son sens. Donc je continue ma lecture. Schématiquement, cette tâche s'accomplit. Donc c'est la tâche de la réunion entre l'entité psychophysique concrète, finie, particularisée, souffrante, migrante, c'est-à-dire l'intellect, et de l'autre, l'entité transcendante, éternelle, invisible, illimitée, apaisée, le Brahman. Voilà. Donc c'est cette réunion. Schématiquement, cette tâche s'accomplit en parallèle sur deux plans. On procède d'un côté à un réexamen de l'expérience commune, avant tout de la perception sensible, et cela aux fins de montrer qu'elle ne nous met jamais d'elle-même en présence d'une multiplicité irréductible. De l'autre, on médite sur la structure interne du sujet pensant, et cela dans l'intention de faire voir que toutes les limitations qui enserrent son champ d'expérience sont d'origine extrinsèque et, dans cette mesure, factive et révocable. Si l'on parvient à saisir d'une part que la multiplicité sensible apparente ne constitue pas une objection décisive au principe de l'unité du Brahman, d'autre part que la véritable essence du sujet pensant se situe au-delà, ou plutôt en deçà de ces conditionnements physiques, psychiques, sociaux, ça serait un peu la réduction époquée, la réduction vers l'ataraxie, dont parle aussi par exemple Husserl. D'autre part que la véritable essence du sujet pensant se situe au-delà, ou plutôt en deçà de ces conditionnements physiques, sociaux, etc., la voie vient à s'ouvrir qui conduit à un rapprochement et finalement à une fusion identificatrice du toi et du cela, c'est-à-dire de ce Brahman que nous sommes, cette entité intérieure, notre intimité, et l'extérieur, ce qui peut se voir aussi comme une illusion. À travers la réalisation intuitive de la vérité du Tatvamasi et des propositions du même type, comme le « je suis Brahman », s'opère le dépassement définitif de l'ignorance métaphysique et se mettent en place les conditions de la délivrance prochaine. Dans toute cette démarche, le point d'arrivée a certes été indiqué d'avance par la révélation, comme une sorte de phare vers lequel on se dirige. On peut le comprendre par la pensée, on peut savoir qu'il y a cette délivrance. Voilà, pour l'hindou, il sait qu'il y a cette délivrance au bout. Donc il voit ce phare au bout de sa vie, au bout de ses réincarnations, vers lequel on se dirige, mais le parcours tout entier a bel et bien été accompli par l'esprit humain réfléchissant sur lui-même et sur les structures de son expérience du monde. Donc voilà, c'est tout ce travail de réflexion, même voilà mon expérience d'extase par exemple, elle est venue après 40 ans d'existence dans l'illusion. Donc
on est obligé, on ne peut pas, on est obligé de passer par l'intellect. L'intellect construit ce que nous sommes, construit les bases de notre possibilité d'atteindre cet état d'extase, d'atteindre le nirvana, d'atteindre l'état de Brahman. Ce type de démarche comporte un corrélat d'une extrême importance, non seulement pour l'anthropologie religieuse, mais aussi pour la pratique philosophique elle-même. Il s'agit de la structure initiatique dans laquelle elle s'insère par une véritable nécessité d'essence. En effet, si les grandes paroles constituent bien de toute éternité le discours que l'absolu adresse aux hommes, il ne s'ensuit pas que ce discours se fasse entendre à tout instant dans la rumeur des eaux, la plainte du vent ou le fracas du tonnerre. Concrètement, la présence de la parole védique dans la communauté humaine prend la forme d'une chaîne initiatique sans commencement ni fin, la Guru Sisya Parampara, ou succession des maîtres et des disciples. C'est tout un parcours initiatique en somme. Aucun homme, si génial qu'on le suppose, ne saurait s'arracher par ses propres forces au sommeil de l'avidya, de l'illusion. On ne peut pas tout seul. C'est tout ce travail de l'humanité qui permet après aux hommes de pouvoir accéder à cela. Même si c'est accidentel, on ne pourrait pas. Aucun ne saurait former le projet de la surmonter, ni même imaginer qu'un tel projet puisse avoir un sens, de surmonter cette illusion pour atteindre l'extase. Ça, c'est pour celui qui cherche à atteindre, qui fait le travail de... C'est le yogi qui cherche à atteindre cet état-là. Mais d'âge en âge, les gourous résident parmi nous, fidèles dépositaires de la parole védique, et par le rayonnement de leur sagesse, sont les preuves vivantes de son efficacité sotériologique. Viennent à eux ceux qui sont las de peiner en ce monde, qui ont commencé à soupçonner l'insuffisance radicale de tous les moyens empiriques d'écarter la souffrance, qui ont entendu mentionner autour d'eux l'existence de voies de salut et de maîtres capables de les guider sur ces voies. La philosophie indienne, dans la mesure où elle fut et reste vivante, tire avant toute sa substance du libre dialogue des maîtres et des disciples à propos des textes sacrés, de leur apparente absurdité face aux données de l'expérience sensible. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Ça a l'air complètement absurde finalement, ce que c'est pour quelqu'un qui vit dans l'illusion, qui cherche à avoir sa Rolex, sa voiture de luxe, etc., gagner de l'argent, avoir bien manger, bref, jubiler des biens comme ça paraît absurde d'être cette recherche d'atteindre cet état de délivrance et des manières possibles de les interpréter en vue de la délivrance. Le texte présenté ici est de la plume de Sankara, actif vers 750 de notre ère, le plus illustre peut-être des philosophes indiens, ascète itinérant, réformateur religieux, défenseur intrépide de l'orthodoxie brahmanique. Contre les hérésies bouddhistes et Jaina, Sankara est aussi l'auteur d'une œuvre qui fait de lui le véritable fondateur du Vedanta non dualiste. La majeure partie de cette œuvre, cependant, est constituée de commentaires aux 10 principales Upanishads, à la Bhagavad Gita, au Brahma Sutra, le texte de base du Vedanta scolastique. Sur la personnalité de Sankara et son rayonnement proprement religieux, on pourra consulter Martin Dubosc. Pour une analyse des principales œuvres des Samkara, voir l'article Sankara de l'encyclopédie philosophique. Il ne s'agit d'ailleurs pas là d'une particularité de Sankara. La philosophie indienne, dans la mesure où elle ne vise pas l'originalité ou la nouveauté, mais cherche seulement à retrouver, à restituer une vérité révélée, immémoriale,
que le passage du temps vient sans cesse obscurcir et déformer. Voilà en fait. Tout a été écrit, c'est ce que cela veut dire, tout a été dit, tout a été pensé. Il faut simplement le ramener au goût du jour. Et c'est ce que la mécanique fait. Voilà, avec les termes actuels, elle essaye de montrer cela, finalement. La mécanique universelle, point net, est tout entière tournée vers son passé, que le passage du temps vient sans cesse obscurcir et déformer, est tout entière tournée vers son passé et ses textes fondateurs. Cette circonstance n'a cependant jamais empêché la production d'écrits indépendants qui, tout en demeurant fidèles à l'esprit comme à la lettre des textes révélés, et en les citant abondamment, sont construits selon un ordre de raison, des raisons, adaptés avant tout à la particularité des problèmes dont ils traitent. Tel est précisément le cas des Upadés Zahari, ou traité des 1000 enseignements, dont on lira ici une première traduction française partielle. Ce petit traité est l'un de ceux dont l'attribution à Sankara n'a jamais été sérieusement contestée. Il se compose de 2 parties, l'une en prose, l'autre en vers, réparties sur 16 chapitres, même rangés par ordre de volume croissant. Il semblerait que la partie en prose ait constitué initialement un traité indépendant et que les chapitres versifiés aient été compilés plus tard par des disciples, puisant librement dans un réservoir de slokas distiques, composé par Sankara tout au long de sa carrière. Ce Sankara, alors c'est quelqu'un, tiens, je vais vraiment m'intéresser à cet homme-là. À l'intérieur de la partie en prose, nous avons sélectionné la section centrale, paragraphe 45 à 108, dans laquelle la discussion gravite plus précisément autour de la question de l'ignorance métaphysique ou de la nescience. Ah, ça me rappelle que j'avais vu ce terme nescience. Il faut que je me rappelle où. De plus, la dimension socratique de la relation dialogale maître-disciple y est particulièrement en évidence, alors que dans d'autres parties de l'œuvre, notamment dans la section initiale de la partie en prose, le disciple paraît souvent enseveli sous une avalanche de citations upanishadiques. Il est fait ici un bien moins large usage de l'argument d'autorité. Au contraire, tout au long de ces pages, la pensée du maître prend régulièrement son point de départ dans les questions et objections du disciple. Celle-là même, je vais essayer de commencer à lire avec un peu plus d'intonation. Je vais travailler ça pour que ça soit plus agréable, parce que ça doit être d'un désagréable de m'écouter. Bon, enfin bref, j'ai de la peine pour vous. Celle-là même, bien souvent, que nous formulerions nous-mêmes spontanément et progresse en mettant peu à peu en évidence les confusions et contradictions internes qui sont à l'origine de ces diverses objections. Le déroulement de la discussion nous fait ainsi assister au travail de purification mentale qui, au contact du maître, s'accomplit chez le disciple et le rend mûr à son tour pour l'accès à la délivrance. J'aimerais bien trouver mon maître, ce premier maître, parce que je ne suis qu'un bébé là. Donc c'est le premier maître. Ben voilà, le premier maître, c'est Michel Hulin. Michel Hulin, je ne sais pas ce qu'il fait, je lui souhaite une bonne santé, j'espère, pour lui. Je lui ai envoyé un petit message via l'université, mais je pense qu'il n'a pas dû le recevoir. C'est triste parce que des hommes comme ça, qui transmettent avec humilité une connaissance aussi importante, bien souvent ne sont pas remerciés à leur juste valeur. J'espère pour lui qu'il est conscient de la valeur de tout son travail. Voilà, mes chers amis, la fin de cette discussion sur Michel Hulin, qu'est-ce que l'ignorance métaphysique dans la pensée hindoue, chez Vrin. Voilà, je vous conseille ce livre. À très bientôt. Au revoir.